Salut à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'une CEO. Car aujourd'hui, on va faire un tour dans la tête de quelqu'un de très rouge. Pourquoi très rouge? Comment vas-tu, Elodie? Très bien, merci Yacine, enchantée. Pourquoi tu es habillée, tu es vêtue de rouge qui ressort bien sur ce magnifique fauteuil bleu? Alors, parce que je suis la fondatrice de la maison Le Rouge Français. Donc, effectivement, j'aime représenter la marque, l'incarner et porter haut les couleurs de la maison. En vraie couleur préférée ou pas, le rouge? Oui, ça l'est devenu. C'est vrai que ma couleur préférée à l'origine était le noir, très chic. On est loin là. Voilà. Donc très très chic et passe-partout. Ouais. Néanmoins, j'aime cette couleur qui représente la passion, l'engagement, qui est une couleur forte de caractère et qui maintenant me convient très très bien. Je sais pas si tu vas me dire si je peux te présenter comme ça. Tu es une techos, tu es une entrepreneur, tu es une maman. Tu entreprends en plus en couple. Donc c'est un peu tous les sujets dont on va parler. C'est une bonne définition ou pas de toi? Oui, c'est vrai que c'est multifacette, une femme entrepreneur, maman avant tout. C'est vrai que c'est aussi mon leitmotiv au quotidien, hein, la transmission félicitations. à mes enfants. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que je suis avant tout au quotidien dans cette entreprise d'entrepreneuriat et ingénieure en biotechnologie, d'où le mot TECOS, effectivement. Ouais, c'était fait exprès d'utiliser ce jargon. En clair, tu viens de... raconte-nous un peu ton parcours très rapidement. En fait, avant ça, on va quand même mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce que le rouge français, du coup? Bien sûr. Tu nous en parler. Donc je vais pouvoir présenter le Rouge Français et puis mon parcours. Ouais, comprendre en fait l'idée de comment t'es arrivé là. Et je pense qu'il y a pas mal, même des femmes qui sont dans des métiers très techniques et comprendre qu'on peut en créer une passion et un business et faire de l'argent avec, tu vas nous le dire. Bien sûr. Alors à l'origine, c'est vrai que j'étais pas du tout dans l'environnement de la cosmétique et du premium luxe. Donc j'étais vouée plutôt à un combat pour la santé, et notamment la santé de la femme, puisque toute petite, je me suis engagée dans des études scientifiques au laboratoire, donc TECOS à fond, où effectivement j'ai démarré ma carrière chez Sanofi Pasteur aux États-Unis, donc dans la production de vaccins. Okay. Et après différentes sociétés, industries pharmaceutiques comme Sanofi, un très beau groupe pharmaceutique français, ou Ipsen, où j'ai fini à la direction ingénierie monde, à vraiment fabriquer des usines de production de médicaments ou des laboratoires. Et parcourir les différentes usines. C'est dans le process, du coup? Oui, très process, Okay. très équipement, produit, et après la boîte. Donc, j'avais même à la fin des sujets très ingénierie, très techniques. Et finalement, enceinte, j'ai eu un déclic, d'où la maison Le Rouge Français et cette idée de projet. Puisque étant responsable d'un bébé, d'un enfant, on n'a plus les mêmes priorités. Et quand on devient maman, on se pose plein de questions. Et ma première question, c'était mais qu'est-ce que je me mets sur la peau? Et notamment, est-ce qu'il y a des ingrédients controversés dans mes produits du quotidien, et ne plus faire de compromis vraiment pour ma santé, mais aussi celle de mon enfant, puisque j'ai maintenant cette responsabilité. On fait beaucoup de compromis pour sa beauté. On se maquille au quotidien pour sublimer son teint, ses lèvres, et surtout donner de la confiance en soi, avec un beau rouge à lèvres rouge iconique, très parisien, très français. Et finalement... C'est français le rouge à lèvres? Alors, l'histoire du rouge à lèvres est assez complexe. C'est vrai qu'il y a une très grosse promotion aux États-Unis, mais en France, on est quand même les experts de la cosmétique et du maquillage, et on a une expertise industrielle très forte et historique. Okay. Après, le rouge à lèvres, je vais en parler, puisque le rouge français, c'est une innovation mondiale liée à la couleur végétale. Donc, le rouge français, on sublime les femmes avec la couleur végétale, et on s'inspire des cultures ancestrales. Donc, le rouge à lèvres, à l'époque, était utilisé par des femmes comme Cléopâtre pour sublimer ses lèvres en Égypte antique. En France, le pays... numéro 1 exportateur de Garance au XVIIIe siècle, fabriquait du rouge à lèvres pour la cour royale, avec la Garance ou d'autres plantes, des feuilles, des racines. Donc Cléopâtre, pareil, ou tu sais à partir de quoi c'était fait sa Donc couleur la Garance, rouge. le rouge aussi. Garance. Okay.
Donc, ce sont des racines dont on extrait cette couleur végétale. Et aujourd'hui, voilà le déclic que j'ai eu sur les ingrédients controversés. Il est venu de cette passion aussi de la botanique, donc vraiment un combat pour la santé de la femme, mais aussi l'éco-responsabilité et l'utilisation d'ingrédients comme des plantes qui sont durables, qui se replantent, comme la garance qui est cultivée en Provence, en agriculture biologique. Mais voilà, c'est une innovation brevetée mondiale, mais on n'a rien inventé, puisqu'on revient au minimalisme. C'est pour ça, en fait, Oula, pardon. Enfin, je dis pardon à mon micro. Passons. C'est pour ça, tout à l'heure, je t'ai parlé de process. Je me souviens, lors de notre call qu'on a fait avant le podcast, tu nous disais que l'innovation résidait dans le process. On va en parler sans que tu nous révèles les secrets, parce que c'est breveté, tu l'as dit toi-même. Pour revenir, j'ai juste une petite question. Déjà, quand est-ce que tu as monté le Rouge Français? Donc, c'était il y a combien de temps? Et surtout, est-ce que la fin de Sanofi ou la fin des laboratoires, est-ce que c'est vouloir mettre du sens sur impacter la société ou revenir à quelque chose presque de plus concret? Mais j'allais dire que fabriquer des vaccins, c'est assez concret. Je crois que le Covid nous l'a prouvé. Donc, c'était quoi la motivation quand tu dis, je sais pas si c'est de la quête de sens, mais sous quel angle? Alors, pour moi, le déclic de l'entrepreneuriat, c'était cette quête de sens en tant que maman, de pouvoir apporter à la société et aux générations futures et aux femmes qui se maquillent des produits sains pour leur santé. Donc, plus d'ingrédients controversés, des formulations bio, vegan, du local, du made in France, et du coup, de l'éco-responsabilité. Donc, c'était vraiment ces valeurs en termes de leitmotiv qui sont très concrètes pour moi et le matérialiser dans un produit concret aussi. Qui dit produit, B2C du coup, quand même, je comprends, tu voulais impacter la vie de femmes, pas forcément d'entreprise. Oui, exactement. On est vraiment sur le marché de la grande consommation, même si on est sur un positionnement premium parce qu'on a des ingrédients de haute qualité et que nos concurrents, c'est des grandes maisons issues du luxe conventionnel. Aujourd'hui, on est sur du B2C, vraiment sur des consommateurs. Après, on distribue aussi à l'international et nos clients sont le B2B et on a des distributeurs aussi. Mais aujourd'hui, on s'adresse au client final pour changer leur quotidien, leur routine et apporter cette couleur végétale et ces formulations bio qui sont uniques sur le marché et très différenciants. Ça n'existe pas aujourd'hui. C'était quand ? Alors, ça a démarré effectivement quand j'étais enceinte il y a 7 ans. J'ai démarré en auto-entrepreneur dans ma cuisine à faire mes mélanges de formulatrices. En France ou aux US là, à ce moment-là? Alors, du coup, après les US, je suis rentrée de Boston pour finaliser en fait des missions dans l'industrie pharmaceutique. Okay. Et après le Rouge Français, donc j'étais sur Paris. Donc j'habite en région parisienne et donc là c'était en France. Par contre, très vite, je suis passée quand même à l'échelle industrielle et j'ai eu la chance de pouvoir passer du statut auto-entrepreneur à convaincre mon mari d'intégrer l'aventure et de monter une SAS, donc une entreprise familiale. On est 10 salariés aujourd'hui, donc on a quand même bien avancé et j'ai surtout mon laboratoire en propre en interne à Marseille. Donc, c'est entre Paris et Marseille. Vous êtes combien à Paris? Vous êtes combien à Marseille? Et c'est quoi les profils? Vous êtes une dizaine. Hein. Oui. Donc, tu peux presque tous les citer là en 5 minutes. Quoi. Bien sûr. C'est quoi les profils Alors, une équipe expert, très complémentaire et surtout de grands passionnés. Ce sont des personnes qui vivent, qui mangent le Rouge Français au quotidien au même titre que moi, puisque c'est des personnes qui partagent aussi cette mission et se lever le matin pour faire changer les codes de l'industrie de la beauté. Et donc, on a sur Paris des équipes de commerciaux donc qui vont être sur le terrain au national avec en partenariat des agents. Et sur Paris, on a aussi une chargée de communication marketing digital qui fait le pont avec notre agence digitale. Super employée, apparemment. Voilà. Elle se reconnaîtra. C'est ça que tu as rencontré. Et aussi une commerciale sur l'hôtellerie, puisque dans le marché de la distribution, on l'évoquera un peu après. On a la chance de pouvoir intégrer des 5 étoiles et des palaces à Paris, en France et à l'international. Et donc, une personne dédiée sur ce segment à forte notoriété. Ensuite, on a une chef de projet R&D et une doctorante, puisqu'on a aussi une thèse CIFRE industrielle avec l'université Aix-Marseille dans le sud. Tu m'as perdu. Tu as dit on a aussi une
une doctorante. Ouais, et après une thèse CIFRE Alors la thèse CIFRE, c'est des thèses industrielles. C'est vraiment pour investir en R&D, parce que le Rouge Français, oui, c'est une marque, c'est du marketing, puisque au final, tu es en B2C, mais c'est aussi finalement pour moi intégrer la chaîne de valeur tout en amont, du champ au produit fini, avec ce laboratoire à Marseille, et vraiment des investissements dans les process. On en parlait tout à l'heure, on va extraire la couleur végétale de la plante pour fabriquer des pigments et derrière les intégrer dans les formulations de produits cosmétiques et de maquillage. Et ça, c'est maîtrisé en interne dans mon laboratoire. Toutes les preuves de concept sont faites à Marseille avec mon équipe R&D et cette doctorante aussi. Et donc, il faut financer, et les thèses industrielles CIF permettent notamment des financements par le gouvernement français qui nous soutient à travers le CIFRE et le CIR, Crédit Impôt Recherche. On connaît. En tout cas, dans la tech, je trouve ça fou parce que 10 personnes, bon, je te pose la question, je sais, c'est toujours un peu tabou, tout le monde ne veut pas parler d'argent. J'aimerais juste me rendre compte où tu peux ou pas nous donner une fourchette de... En fait, à 10, vous faites combien en termes de chiffre d'affaires ? Bon, là, ça fait 6-7 ans, du coup, que vous l'avez créé. Oui. Alors, le chiffre d'affaires, c'est pas forcément des infos qu'on révèle toujours, mais c'est vrai qu'on a cette maturité produit-process. On a dû beaucoup investir en R&D, donc on a dû lever des fonds. Ouais. Et ça, c'est des chiffres, par exemple, que je peux te donner. Concrètement, une thèse CIFRE, il y a des aides de l'État, mais c'est beaucoup d'investissements. Donc, il a fallu aller chercher des finances au-delà des fonds propres familiales, avec des business angels, des fonds d'investissement, des banques comme la BNP qui nous a aidé à notre dernière levée de fonds en equity. Donc là, on va être vraiment sur des levées où au final, du début jusqu'à la fin, on a intégré des investisseurs à forte valeur ajoutée et des industriels comme par exemple le groupe L'Occitane, et en tout, on a levé 5 millions d'euros. Donc, ils vous distribuent L'Occitane ? Alors non. Je connais pas trop leur modèle. Je vais l'évoquer, mais en fait, 5 millions d'euros, c'est un chiffre qui peut paraître énorme pour une jeune start-up, mais en fait, c'est rien du tout quand tu as beaucoup d'investissements R&D. On a aussi des packaging comme celui-ci que je te montre aujourd'hui, ou celui-ci, qui sont en huile de ricin. Donc, ce sont des packaging biosourcés, des matériaux biosourcés. Donc, au-delà de formulations bio-vegan, on va travailler sur des packaging éco-responsables avec des moules propriétaires. Ici, on n'est pas sur du plastique, on va être sur des matériaux très techniques et qui intègrent des recharges pour être rechargeables et recyclables, ou de la peau de pomme, qui est un cuir vegan, donc aussi biosourcé et recyclable. Ça demande des investissements importants. C'est comme, oui, en fait, on croit que c'est sur le process, mais non, il y a aussi tout le packaging, j'ai presque envie de dire potentiellement la livraison, enfin, tous les process, juste pour comprendre. Est-ce que c'est comme le parfum, où les matériaux sont spéciaux pour conserver la qualité, en fait, du produit ? Alors oui, il y a toujours des études qui sont faites entre les interactions contenant et contenu. Donc, les packaging qu'on doit sourcer ou fabriquer nous-mêmes, effectivement, doivent respecter certaines contraintes techniques. Okay. Ici, on a dû investir dans un moule propriétaire avec l'injection de notre matériau, d'où les levées de fonds aussi importantes. Et le Rouge Français, c'est aussi une société green tech. Donc toutes les études que tu évoques, on les mène en interne dans notre laboratoire, puisque le Rouge Français a été aussi nommé éclaireuse du coq vert par BPI France, d'où le porte-parole français de la transition climatique. Et ce sont des tests coûteux, mais qui sont financés en interne. T'as un coq vert ou pas à la maison ? Oui, j'ai un coq vert et je me balade souvent avec le coq vert. Quelle chance. J'ai eu Clara Chapaz il n'y a pas si longtemps, mais je n'ai pas eu de coq. Malheureusement. Mince. Ils sont en pénurie, mais je vais relancer la French Tech. Il y a tellement de sujets. Évidemment, on va parler de marketing. En fait, si je te posais toutes ces questions un peu en intro, c'est me rendre compte que vous êtes 10. Bon, je tiens à souligner que tu nous as pas donné le chiffre d'affaires, mais c'est pas grave. Oui. J'aurais essayé pour mon audience. C'est pas très grave. D'ailleurs, Après, au-delà du chiffre d'affaires, ce que je peux te dire, c'est que le pari du Rouge Français, c'est dans son business model, puisqu'on a levé des fonds, on a convaincu des fonds d'investissement, des business angels, c'est des due diligence qui sont très longues. Bien sûr. C'est que notre business model, il tient bien et qu'on a des COGS, des coûts de revient qui sont vraiment optimisés. Cost of goods. Voilà, cost of goods. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Une société, elle peut être pérenne, et surtout dans la distribution à l'international, sur des réseaux longs, où tu vas avoir la fabrication, mais derrière, il y a la logistique, il y a des agents, il y a des distributeurs. Pour aller jusqu'au B2C, au client final, il y a 10, 5, 20
50 interlocuteurs. Donc, il faut pouvoir maîtriser ces COGS, ces cost of goods, pour pouvoir derrière distribuer à tout le monde et avoir un prix correct, mais sans perdre tes marges. Et ça, c'est vraiment le pari qu'on a réussi. Et récemment, on a quand même réussi à signer plus de 200 points de vente dans le monde et des distributeurs à l'international de grand renom en parfumerie de niche dans certains pays. Et qui nous permettent de faire cette preuve de concept. Et l'Opéra Garnier, il me semble. Alors l'Opéra Garnier, oui, c'est attends, viens, on en belle annonce. 30 secondes, on en parle juste après. Moi, ce que je voulais dire, et pour toutes les personnes qui nous écoutent, notamment parce que j'ai commencé ce podcast il y a 5 ans et qu'en fait, c'était l'Eldorado des levées de fonds. Pareil, on parlait beaucoup de levées de fonds dans le podcast, aujourd'hui beaucoup moins. En fait, on peut lever même 5 millions, on peut être juste 10. Donc j'avais posé même la question, mais il n'y a pas de RH. Externalisé. Ok, mais sinon tout le monde est impliqué, j'imagine, dans les process. En fait, tu peux être à taille humaine, lever des fonds pour une innovation et pas juste aller, entre guillemets, tout défoncer d'un point de vue vente. Et c'est ma dernière question, mais la rentabilité, ça arrive quand dans tout ça? Alors aujourd'hui, on n'est pas rentable, mais c'est vrai qu'on a fait cette preuve de concept produit, marché. On a rencontré notre clientèle, on a cette notoriété, on parlera de ça avec l'Opéra Garnier et différentes collaborations en mode et fashion. Mais c'est vrai que la rentabilité nécessite finalement de monter en échelle. Et là, c'est le début. On arrive vraiment à la fin du Covid à pouvoir s'exprimer, parce que je rappelle quand même qu'on a lancé du rouge à lèvres en plein Covid avec une innovation mondiale et un masque qui, couvre le rouge à lèvres. Compliqué de le voir. Voilà, très, très compliqué de se positionner sur un marché inexistant, alors qu'il y a très fort potentiel. Et on a cet index lipstick, le lipstick index, qui est très connu en économie. Après une crise sanitaire ou une guerre, etc., on a un rebond de la vente de rouge à lèvres. Et on a dû sortir très vite du masque avec des produits pour les yeux, comme par exemple ici le mascara, eyeliner, etc. On a plus de 60 références produits. Donc, en moins de 3 ans, on a lancé énormément de produits. On a été très rapide. Mais c'est ça qui va nous permettre d'atteindre la rentabilité. Okay. Elle existe à court terme. Donc, je me fais pas de soucis. Néanmoins, c'est un travail au quotidien pour atteindre cette rentabilité et après rouler sur tes fonds propres. L'enjeu, c'est quoi là, pour bien comprendre? C'est que vous avez pas mal dépensé, passé du temps à R&D. On parle souvent de product market fit, mais en levant tout ce jargon, concrètement, tu as créé un produit, enfin plusieurs, mais du coup une offre qui parle à une clientèle. Et là, c'est le moment de, entre guillemets, déployer tes... t'es convaincu de ton offre et elle est solide là, à l'heure actuelle. C'est ça la prochaine étape. Elle est solide, elle est mature. On a fait la preuve de concept sur différents segments de marché. La parfumerie sélective, les concept stores, les grands magasins, le travel retail, l'hôtellerie avec les 5 étoiles, les palaces où on a un portefeuille de plus de 50 clients aujourd'hui sur ce segment. L'international qui est quand même le Graal des startups green tech françaises qui s'exportent. Ça, c'est aussi rare, surtout dans le contexte économique qu'on a aujourd'hui. Et d'où le rouge français, j'imagine. Voilà, et c'est un bout de la France qu'on exporte et de ce savoir-faire français, de cette excellence à la française. Cet écran en pot de pomme, il est gainé par une société issue du patrimoine vivant français avec les surpiqûres, etc., vraiment gainé à la main. Donc, c'est aussi cette fierté. Mais voilà, on est sur, on va dire, la phase de révélation. Ça demande encore beaucoup d'efforts. Il faut que tout le monde soit à fond. Et ça nécessite tout de même encore des levées financières parce qu'on joue dans la cour des grands. Donc, en l'occurrence, c'est les grandes maisons centenaires de grands groupes. Et les fonds qu'on a levés, finalement, c'est rien du tout. Mm-hmm. C'est le coût d'une campagne, d'un lancement produit pour eux. On va pas les nommer, mais oui. Mais on les connaît. On les connaît, surtout en France. Bon, malheureusement, je peux ni tester le produit, enfin je pourrais, mais je suis pas sûr de pouvoir faire des grands retours. Moi, si. T'as quelque chose pour... Ne me mets pas de mascara. Aujourd'hui, voilà. J'ai assez de cils longs là, clairement. Aujourd'hui, on a vraiment une gamme, effectivement, pour une cible féminine. C'est vrai que le rouge aussi, c'est la couleur de la passion, c'est assez féminin. Mais néanmoins, alors dans nos investisseurs, on a beaucoup d'hommes, beaucoup d'industriels. Nos clients
en termes de proportion, c'est souvent aussi des hommes qui achètent des pour cadeaux. leur femme. Ah, c'est intéressant. Voilà, Ok. des cadeaux pour les femmes de leur entourage, la maman, la fille. Vraiment aussi montrer que ils peuvent utiliser un maquillage qui va pas leur faire du mal, qui va protéger leur santé, qui est engagé. Et voilà, les hommes aussi ont des fortes convictions sur l'éco-responsabilité et la transmission finalement de valeurs fortes comme ça. Donc on a une clientèle d'hommes assez importante. Mais après, dans l'hôtellerie par exemple, dans une chambre en format cadeau, amenities et découverte, on ne sait pas si ça va être un homme ou une femme. Donc souvent on a des duos avec des produits de soins non coloriels. Donc on a notamment le baume Apollon ou Achille. On a un sérum pour les cils, les sourcils. Tu en parlais tout à l'heure pour tes cils, mais aussi la barbe, avec des repousse-poils, avec des ingrédients très techniques qui vont être le trèfle rouge, qui permet de booster la repousse des poils, ou l'acide hyaluronique, les probiotiques, qui sont aussi des combos très techniques qui vont être dans du soin. Donc c'est le make-up soin, la beauté par le soin. Ça, c'est que dans les spas, on peut se le procurer Et qu'on a breveté. Ah oui, dans les spas. Alors, en fait, c'est cadeau en chambre. Donc, lorsque tu intègres la chambre, c'est compris dans le prix de la chambre. Et voilà, c'est une petite attention de guest relationship. Mais après, tu peux aussi continuer l'expérience au spa. Donc, après un bon massage, une petite remise en beauté, un grooming, ce qu'on appelle grooming pour les hommes. Et après, il y a effectivement des points retail. Aujourd'hui, on est au Ritz. On est au Phuket, on est au Georges V, au Shangri-La. On a eu la chance d'intégrer récemment le Negresco, qui est une entité incroyable et connue à l'international. Ou même à l'international, on a des Fairmont à Mexico ou l'hôtel Bel Air en Californie. Donc un très beau segment de marché. Donc si j'ai bien compris, je dois aller dans un spa pour me faire beau, moi, en fait. C'est ça, un petit massage, découvrir le rouge français. Bon, en vrai, j'irais plus... Et prendre soin de la barbe. Ouais, je vois... Bon, arrêtons de parler de moi. Très bien. J'ai envie de parler d'une chose. En fait, j'ai vraiment envie de parler du marketing. On en avait parlé, c'est un gros sujet. Pour revenir juste une chose, je vais y arriver, sur l'innovation. J'aimerais que tu nous expliques ce que tu peux nous expliquer. Voilà, sans révéler tous tes secrets de polichinelle. Donc sur le process et surtout les plantes que vous allez sourcer, est-ce qu'elles sont françaises ou là pour le coup la matière première est exportée ? Alors en termes de process, de sourcing d'ingrédients, on a vraiment intégré cette expertise dès le démarrage. C'est là où on se différencie aussi peut-être d'autres marques de maquillage très marketing, très sur l'aval du process. Okay. Avant d'être une maison de maquillage, on est une green tech. On est une green tech française avec nos laboratoires en interne. Donc on va travailler sur l'extraction de couleurs végétales. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle des plantes tinctoriales. Donc on va être sur des plantes teintantes avec des propriétés colorielles. Donc ici tu vois effectivement des graines, des racines, des feuilles, différentes parties d'un végétal. Donc on va travailler la racine de garance qu'on a évoquée tout à l'heure, mais aussi le roucou qui s'appelle aussi arbre à rouge à lèvres. Donc il y a un nom iconique qui correspond aussi à la couleur qu'on peut utiliser en maquillage et en rouge à lèvres. Ce sont des plantes qui sont utilisées par les cultures ancestrales. Okay. On parlait de Cléopâtre, mais l'arbre à rouge à lèvres par exemple, c'est utilisé par les Amérindiens depuis la nuit des temps pour se protéger du soleil, des moustiques. Okay. C'est aussi utilisé dans les rites de passation de l'enfant à l'âge adulte. Ici, tu as la grenade qui est utilisée avec le coquelicot. On appelle ça au Maroc l'acarfassie que tu peux retrouver dans les marchés, qu'on utilise au doigt pour pouvoir se maquiller. Donc, on n'a rien inventé. On réutilise vraiment ces cultures ancestrales. Je vais bien prêter attention dès que je retourne au Maroc. Mais voilà. Je suis marocain, donc je donc tu demandes l'acarfassie. L'acarfassie, c'est fabriqué traditionnellement au Maroc. Par exemple, les Berbères, ils étalent les pétales de coquelicot dans le désert pour pouvoir les faire sécher. Ils les intègrent dans la grenade pour aussi créer vraiment cette couleur rouge très vif, iconique. On utilise l'aîné, qui est un rite de passation de la jeune fille à la femme dans le mariage. Donc les plantes tinctoriales, on les utilise depuis la nuit des temps. Les process, c'est des process de biotechnologie. Donc ce sont des process de fermentation enzymatique. On va extraire la couleur pour des colorants pour fabriquer le pigment. C'est au niveau de l'extraction ou c'est de la transfo ? Est-ce que l'innovation existait déjà vu qu'on faisait déjà du rouge pas du rouge à lèvres, la couleur rouge de manière végétale? Alors en fait, on va être
à l'époque sur des processus empiriques. Nous, on les a maîtrisés, contrôlés, compris. On les a mis dans des cadres de process qualité pour maîtriser ce qu'on appelle les 3T, teinte, tenue, texture, qui sont des références de performance pour être à l'équivalent du conventionnel issu de la chimie en cosmétique. Et donc, ces process d'extraction, ils permettent aussi, de manière maîtrisée, de pouvoir breveter, de pouvoir générer de l'IP, de la propriété intellectuelle industrielle. On a aussi des processus, au-delà des processus biotech enzymatiques, de physique, donc avec de l'extraction CO2 supercritique, où là, on a une innovation pure avec des brevets associés qui permettent de nous protéger en amont sur les process. Et après, on a aussi breveté les formules. L'idée, c'est de bloquer au maximum le marché pour pouvoir un jour se faire acheter par un grand groupe ou alors licencier nos brevets à des grands groupes ou alors aussi... Employés, mais... Voilà, ou alors... dit dans licencier, je me suis dit ce serait bizarre qu'elle me dise licencier. Licencier les brevets, capitaliser dessus, et aussi, d'autres secteurs. Aujourd'hui, quand on parle de business model, oui, on est en focus sur la cosmétique. Quand on a levé des fonds, on a montré un business plan qui ne s'arrête pas à 3 ou 5 ans. Dans le long terme, et c'est pour ça aussi que j'ai été finaliste de la BFM Business Academy et différents concours d'innovation technique, on s'adresse à tous les marchés de la couleur. Et la couleur, tu en as partout dans ton monde. Dans tes vêtements, au quotidien, c'est de la coloration textile. Aujourd'hui, c'est très chimique. Demain, ça peut être vraiment du végétal. Dans l'automobile, l'aéronautique, la lunetterie. Par exemple, les lunettes solaires, les verres solaires sont aujourd'hui colorés, teintés en chimique. Demain, ça pourrait être teinté avec de la garance. Incroyable. On n'a pas parlé, on en parlera juste après. Du sourcing ? Non, de l'impact. Et oui, le sourcing, juste savoir, mais tu nous as parlé de plein de pays, mais donc du coup, j'imagine que ça, tu vas chercher les meilleures matières premières en fonction des pays qui les produisent. Exactement. Ce qu'il faut, c'est respecter la biodiversité. C'est aussi mon leitmotiv au quotidien et dans nos choix d'entreprise. Il faut être vertueux à chaque étape du processus. On source la garance en France, en Provence, en agriculture biologique. On achète des cultures d'année en année pour pouvoir aussi se projeter dans des montées en échelle industrielles assez fortes. Aujourd'hui, on est capable, on a fait la preuve de concept, on peut produire plus de 100 ou 300 000 produits par lot, ce qui est énorme, et tu peux faire plusieurs lots à la semaine. C'est par faire agriculteur ou tu passes par une... juste pour comprendre, je connais Alors, pas du tout. Alors, on est au plus proche des agriculteurs. Là, pour le coup, on va bloquer leur stock d'année en année, mais vraiment, on va les visiter sur le terrain. Et la couleur végétale, c'est extraordinaire. Je parlais de la garance. On est... au XVIIIe siècle, le premier exportateur au monde de garance. Mais aujourd'hui, rien. C'est un savoir-faire français historique, mais qu'on a complètement perdu. Et les deux jeunes filles, là, par exemple, qui nous fournissent, ce sont des jeunes générations qui veulent se remettre à créer cette économie, à refaire vivre ces savoir-faire français. Et du coup, ils sont aidés aussi par le gouvernement et des structures comme les nôtres innovantes. Mais c'est un vrai pari sur l'avenir, de pouvoir transiter sur une économie durable, vertueuse, éco-responsable, avec ces techniques ancestrales françaises. Après, il y a certaines plantes qui sont endémiques de pays étrangers. Donc, on va forcément devoir sortir de la France, même si on s'appelle le rouge français. Mais on va aller sourcer des plantes dans leur pays d'origine. Sinon, ça s'appelle la biopiraterie. Tu vas pouvoir, en fait, ramener des plantes, des graines et casser la biodiversité, casser... Je veux dire, même l'écosystème, c'est pas pareil. Voilà, l'écosystème, c'est pas le même. On va pas cultiver une plante tropicale sur un climat comme le nôtre en France. Elle va mal pousser, quoi, non ? Et voilà, ça peut être des échecs. Alors, il y en a qui ont su s'adapter, ou sous serre. Il y a des marques de cosmétiques là qui se lancent sur du in vitro, donc, où tu as des plantes... comme tu vois là derrière toi avec la lumière, voilà, ça produit. Je suis pas sûr que ça les fasse pousser, mais. Voilà, en ferme, comment dire, ferme fermée. Nous, on prône vraiment
séquestration du carbone. Donc on va être vraiment sur planter des plantes, faire vivre ce cycle du carbone pour pouvoir aider à l'impact du réchauffement climatique. Donc nos plantes tinctoriales, elles sont même sourcées dans des filières éthiques, durables et éco-responsables. Par exemple, le roucou, l'arbre à rouge à lèvres dont j'évoquais tout à l'heure, c'est sourcé au Sri Lanka. Okay. On va être sur cet équilibre entre la faune, la flore, les populations locales qui en vivent, et on va même être en agroforesterie. Donc on va planter les plantes tinctoriales sous les arbres. Avec des labels de réassurance qui vont être des labels comme GFP, au Green Product, donc les jardins issus de la forêt, qui ont beaucoup aidé le gouvernement au Sri Lanka à finalement recréer des restaurations de forêts suite malheureusement à, on va dire, la colonie anglaise qui a créé beaucoup de monocultures de thé. C'est un pays formidable de production industrielle de thé, le Sri Lanka, mais qui a été dévasté par cette monoculture. T'as eu la chance d'y aller? Voilà, j'ai eu la chance d'y aller. On a fait un super reportage et d'ailleurs mon mari a fait des visuels qui ont été repris par TF1, M6. Donc super voyage. Mais on a été à la rencontre de ces populations locales qui vivent de cette culture. Je fais un parallèle depuis tout à l'heure. Bon, c'est peut-être parce que je déjeune trop souvent avec France Info, mais en ce moment on parle beaucoup d'agriculteurs. Il y a une question qui a été posée, je crois que c'était hier, au patron de Lidl d'ailleurs, et il lui disait mais les tomates en hiver, alors que vous privilégiez des circuits courts, est-ce que demain vous pourrez ne plus les proposer dans vos supermarchés? Et du coup la question que je te pose de manière un peu différente, est-ce que par rapport à toutes les plantes qui ont été étudiées et qui ont des vertus pour pouvoir justement reproduire pour intégrer le rouge français et créer cette couleur végétale rouge, est-ce qu'il y en a où tu t'es dit c'est mort parce que, je sais pas, ça vient de trop loin, ça n'a pas de sens en fait, ou alors ça pousse 2 mois dans l'année, mais donc du coup ça va dérégler entre guillemets notre planète, quoi. Bien sûr, les investissements R&D que tu évoquais tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est tout cet aspect de screening. On a pu sélectionner des plantes en fonction de leur filière d'approvisionnement, locale en France ou sur des filières de sourcing éthique et durable à l'international, et qui respectent les accords de Nagoya et qui sont contre la biopiraterie, où on respecte ces populations locales, sa biodiversité, etc. Mais aussi sur les propriétés techniques. On évoquait en introduction en test pour rire des anthocyanines et des fruits rouges, on va être sur des pigments qui varient trop au pH. Il y en a qui varient au degré d'humidité sur les cultures. Donc en agriculture, on a des colorants qui sont présents dans les plantes qui après permettent de fabriquer les pigments qui vont trop varier. Nous, on a développé des process de stabilisation des teintes et donc on a screené. On a forcément dit, les anthocyanines, désolé, là, ça marche pas. Okay. Ou alors dans certaines conditions contrôlées, avec l'ajout de cire, de beurre, d'huile qui stabilisent ou des ingrédients miracles qui sont encore sous brevet, qu'on va pas forcément révéler, mais qui sont intégrés au cœur de nos formules pour pouvoir stabiliser. Donc oui, il y a tout ce travail où tu te dis, cette plante, elle va intégrer mon process ou pas. Après, c'est vrai que les gens, ils se disent, oui, je travaille avec la nature, c'est trop variable, puisqu'on travaille avec le vivant, donc on travaille avec des choses qui se transforment, qui sont mobiles, qui sont vivantes, mais il y a des techniques pour les stabiliser, aussi bien dans le screening que vraiment où tu les éjectes du process, mais aussi dans les étapes de production. Okay. Tu vas sélectionner des périodes, des cultures qui sont annuelles et pas comme la tomate où on va se dire, là, tu peux cultiver que de tel mois à tel mois. Okay. Nous, on va avoir des plantes qui se cultivent tout au long de l'année, qu'on a sélectionnées. On a aussi, certains screenings sur... des propriétés réglementaires ou toxicologiques aussi, parce qu'on est sur des formulations bio, certifiées éco-cert, on travaille aussi en vegan, sans cire d'abeille, sans cochenille, les petits insectes écrasés, tout ça c'est écarté de nos formules. On a aussi des processus très sains comme pas de dioxyde de titane, qui est interdit en agroalimentaire, rouge à lèvres on en mange. Et du coup, c'est malheureusement présent dans tous les produits de cosmétiques. Et ça, on les enlève. Cosmétiques et alimentation, d'un point de vue agriculture, c'est plus les mêmes normes. C'est pas les mêmes normes. Ça, c'est vraiment...
ma curiosité, mais de ce que je comprends. Alors, comment dire, l'agriculture, on va être sur du sourcing, la sélection d'ingrédients, etc. Donc, les normes, elles sont quand même assez harmonisées, surtout au niveau européen. Après, il y a certains pays, voilà, ils font leur sauce, et c'est vrai que chaque réglementation est très spécifique d'un pays. Okay. Mais généralement, la cosmétique est quand même alignée à la food. Néanmoins, la food est quand même pionnière. Aujourd'hui, le dioxyde de titane, tu en as dans tes dentifrices, que tu te laves au quotidien, alors que c'est potentiellement cancérigène. Tu en as dans tes déodorants. Tu peux en avoir dans toutes tes crèmes solaires, parce que les crèmes solaires qui ne sont pas minérales, avec des filtres minéraux, pour empêcher les rayons du soleil d'atteindre tes couches supérieures de l'épiderme, ça va être du dioxyde de titane. Tu as aussi les filtres qui sont présents dans plein de produits, en fait. Et ça, c'est interdit en agroalimentaire depuis plus de 2 ans et demi. Mais ça l'est pas sur un dentifrice. Mais ça l'est pas en cosmétique. Ouais, okay. Donc là, toute l'industrie recherche des alternatives. Et on est un peu les seuls à se dire, il faudrait changer, trouver des alternatives et plus mettre sur le marché des produits comme ça. Donc on ouvre le chemin. Et on espère que tout le monde nous suive. On rentre dans une ère où en fait on challenge tout, quoi. Avant on se disait, je sais pas, même la devanture entre guillemets, ou si ça se vend chez, je vais pas donner des marques ou même des monopes, etc. On se dit c'est validé, mais en fait non, le produit est pas si bon. Donc on commence un peu à tout rechallenger. Déjà, c'est une super chose. Les applications à scanner, les Inky Beauty, les Yuka, voir si on a des ingrédients controversés. Et c'est vrai que le dioxyde de titane, je suis sûre que dans certaines années, dans très peu de temps, les industriels auront trouvé des solutions et il n'y en aura plus en cosmétique. Mais ce que je trouve fou, c'est que ça concerne en fait aussi les hommes, du coup, dans tout ce que tu dis. Oui. Parce qu'on croit que la cosmétique, je sais pas si... C'est pas que les femmes, bien sûr, sur le maquillage. Dans notre tête, ouais. Ça, c'est un nouveau lancement. On va être sur un produit de teint. Le teint, c'est utilisé par les femmes, mais aussi les hommes, de plus en plus maintenant, pour nos imperfections, etc. Un unificateur de teint. Et c'est le premier fond de teint au monde sans dioxyde de titane. Ok. Le Rouge français va faire ce lancement avec aussi du soin probiotique, acide hyaluronique. Oui. Alors après, tu vois, il y a aussi le packaging secondaire qui s'ouvre comme une origami. C'est aussi l'art d'offrir l'excellence à la française. Et dans quelques jours, là, il sera lancé sur le marché. Et c'est un produit très attendu parce qu'on a 60 références produits, mais le teint, c'est essentiel dans le maquillage. C'est le moment qui va être entre guillemets sexy. Et je dis pas ça rouge ou quoi, je parle surtout des noms. C'est drôle, je regardais un petit peu les ambassadeurs et disons que je voulais faire une meilleure intro, très mauvaise phrase, je la refais. Tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes une boîte green tech et deep tech et biotech. Et il y en a beaucoup qui le font et qui au final n'arrivent jamais à commercialiser, dépendent de gros industriels, font des POC, etc. Et après, donc tu disais ça de manière antinomique en disant on n'est pas juste une marque française. Sauf que tu es aussi une marque française, tu arrives à vendre, il y a du marketing, il y a eu 5 millions d'investissements, mais j'ai l'impression qu'une grande partie ont été investis plutôt dans de la R&D. Comment on fait donc je vais te donner des pistes, mais comment on fait pour être présent partout ? Je vois que vous êtes présent dans les spas, mais est-ce que c'est ce sur quoi tu marches réellement ? Non. Je pense que voilà, donc c'est une manière aussi d'être présent physique. Oui. Mais en même temps, tu as travaillé avec l'Opéra Garnier ou Nina Métayer. By the way, si tu la connais bien, Nina, tu as ta place dans mon podcast quand tu veux. Ah ça, c'était la petite pub. Nina, c'est une très grande amie. C'est quoi l'intérêt de travailler avec autant de personnes ? Et est-ce que, je vais aller plus loin, est-ce que tu as essayé de te détacher de cette image de start-up tech avec la blouse blanche, en gros? Oui, alors c'est vrai que moi je suis issue du monde de la santé, de la pharma, du laboratoire et de la science. Labo, ouais. Maintenant, je m'épanouis énormément dans mon métier sur cet aspect créativité et aussi être ambassadrice de marque, incarner la marque dans les médias, dans la presse, la télé, les podcasts et aussi créer cette notoriété qui va permettre au Rouge français d'être visible en termes d'excellence à la française et finalement ça, comme tu le dis, les pistes, la solution, c'est les partenariats. On parle effectivement de l'Opéra National de Paris, de Nina Métayer, aussi de grands designers de la fashion show. On a travaillé pour Balmain, Air Couture, pour Oscar de la Renta, qui est un peu le Chanel américain hyper connu. Balmain, je connaissais, mais Oscar... ou Raoul Mishra, qui est en fait un designer incroyable, éco-responsable, qui est numéro 1 maintenant. En tout cas, il s'approche vraiment on va dire, la tête des designers en Inde.
Donc aujourd'hui, ces partenariats nous permettent de créer de la notoriété, les hôtels 5 étoiles, les palaces, pour la clientèle étrangère, exporter cette excellence française à l'étranger. Le choix de la distribution, on parlait tout à l'heure des aéroports, on est chez Lagardère, dans le travel retail, dans des compagnies aériennes aussi, avec des pochettes cadeaux, etc. Et tout ce travail de notoriété nous permet de nous extraire de cette image un peu très tech, green tech, et surtout d'aller à l'encontre de notre, à la rencontre de notre marché. Qui vous voit en fait physiquement. Oui, voilà, exactement. Okay. L'Opéra National de Paris, c'est une expérience incroyable. Si Contrat de 3 ans, voilà, c'est ça. Peut développer un peu ce projet. En fait, c'est une jeune fille, d'où l'utilité, mais numéro 1 et publique des podcasts ou des réseaux sociaux, c'est que elle nous a découvert sur LinkedIn avec des posts qu'on faisait sur nos activités au quotidien. Et elle était dans la cellule partenariat et a proposé à son chef le projet de faire cette collaboration avec le Rouge français. Donc l'Opéra Garnier sur LinkedIn. Voilà, ils nous ont trouvés comme ça. Ils sont venus nous rencontrer. Alors bon, on était étonnés. C'est vrai qu'on a été dans l'Opéra Garnier à Paris, qui est une institution française très fermée, très sélecte, avec des codes vraiment... même militaire, la danse c'est aussi un univers très particulier et ils ont eu un coup de cœur pour notre innovation, nos valeurs, l'engagement, l'éco-responsabilité et cette excellence à la française. On fait revivre finalement des savoir-faire historiques français qui matchaient complètement avec leur vision et leurs valeurs à l'opéra. Cette clientèle aussi, cette dimension très internationale. Il y a beaucoup de passionnés de l'opéra. Au Japon, par exemple, c'est incroyable. C'est des très grands passionnés de l'opéra. Et donc, on a créé une collection dédiée de 7 produits. Ici, tu as par exemple l'écran en peau de pomme, donc en cuir vegan, enfin en peau vegan, qui représente aussi ce rouge de l'opéra que tu as trouvé dans les rideaux, dans les sièges rouges de l'opéra. On a ouvert toutes les archives pour créer un packaging aussi à façon, avec des danseuses de l'époque, des portraits historiques, un peu à la Marie-Antoinette, et refaire vivre vraiment tout cet univers autour de la danse. Et on a en égérie Amandine Albisson, qui est une danseuse étoile du ballet de l'opéra. Et donc cette collection Rouge Opéra, elle l'incarne en France, à l'international. Au Japon, elle se fait arrêter toutes les 5 minutes dans la rue. C'est une personnalité publique. Incroyable. Et c'est vrai qu'elle est très engagée sur le Made in France. On a fait un film aussi dans l'opéra. On a été avec des équipes de tournage, des vidéastes. On a fait pousser des fleurs géantes dans les escaliers de l'opéra, le grand foyer, avec avec la science-fiction, vraiment un film Spielberg, où on a eu cette chance très sélecte parce que, on va pas le nommer, mais on le sait, donc on peut le dire, le plus beau donateur de l'opéra, c'est Chanel en cosmétique. Et Chanel a une exclusivité. Nous, on a eu la chance, et ils ont autorisé, la maison Chanel a autorisé aussi... une entorse, entre guillemets. Pas forcément. Non, pas forcément. Une exception. Mais une exception, une opportunité incroyable. Super. Et ils ont décidé de nous licencier avec donc l'image de l'opéra, avec effectivement l'accord de donateurs qui finalement aussi, à travers ça, font aussi la promotion de l'excellence française et des jeunes startups. C'est vraiment un écosystème où l'institution française, les grands groupes soutiennent aussi notre réseau de Green Tech. Et pour comprendre ça, le partenariat donc, avec l'opéra, tu peux acheter ces produits à l'opéra ou alors, aussi les danseuses l'utilisent. Alors, l'ensemble, c'est-à-dire qu'on a intégré cette collection dans notre collection standard, notre distribution. Donc, on peut la retrouver dans nos palaces ou nos 5 étoiles. Donc, elle est disponible dans certains spas, dans des boutiques, dans aussi des concept stores. Par exemple, un concept store très connu en France qui s'appelle Écocentrique, qui distribue Tata Harper ou Augustinus Bader, vraiment des produits de soins très qualitatifs et luxe. Là, ils ont une boutique dans le Marais, ils ont la collection Opéra.
Ensuite, on a effectivement dans la boutique de l'Opéra Garnier un joli secrétaire en bois recyclable, durable, où les produits sont magnifiés et les clientèles de l'opéra, après un spectacle, peuvent acheter et ramener un petit bout de la France dans leur pays. Incroyable. Est-ce que c'est ton meilleur levier marketing, justement, tout ce dont tu parles? Parce que mine de rien, bon, c'est marketing, mais c'est aussi du business. Ça te permet de vendre. C'est pas juste acheter de la pub. Est-ce que d'ailleurs, tu as déjà acheté que de la pub? Alors là, c'est vrai qu'il y a deux sujets. Pour nous, les partenariats et effectivement s'adosser à des belles maisons comme ça, c'est des leviers forts. Ça mets-toi bien en place. Voilà, c'est des leviers forts. Maintenant, je suis moins à l'aise quand on parle de pub parce que là, il faut beaucoup d'argent. Oui, bien et sûr. C'est vrai Tu que disais que les 5 millions, c'est les campagnes de pub pour lancer un produit. Exactement. Les grands groupes, là, on a Lancôme qui a lancé la collection Louvre en même temps que nous, la collection Opéra, mais on ne joue pas dans les mêmes cours, dans les mêmes échelles. C'est vrai que... Pas encore. Voilà, on aurait voulu mettre ce projet, mais juste incroyable, et qui a un vrai sens pour les consommateurs, les consommatrices, même en France. Comment dire, il y a beaucoup de passionnés de l'opéra, mais pour être visible, il faut faire de la pub. T'as beau avoir le meilleur projet au monde, s'il n'est pas visible, bah tu fais rien. Donc oui, on voulait faire de la pub métro. C'est la prochaine étape là, sur le métro de l'Opéra, s'associer avec un grand magasin. Je les ai tous contactés, les Galeries Lafayette, Printemps, Bon Marché, qui sont juste en face, pour leur dire on va faire une très belle opération avec vous, avec un financement de l'opération marketing et de la publicité sur les réseaux sociaux, avec notre ambassadrice de marque, etc. Mais ça prend pas forcément en fait. Il faut vraiment... aller convaincre, essayer de déclencher ça. Et malheureusement, oui, on ne peut pas dépenser 5 millions sur une campagne avec l'opéra, là où des grands groupes peuvent le faire. Ok, j'ai une petite question à te poser. C'est sur l'Opéra Garnier. JR, ça doit te parler? Bien sûr, oui. Tu l'as rencontré? Alors JR, oui, c'est un très bel artiste et qui a une croissance en termes de notoriété fulgurante. Cette grande bâche énorme qu'il a mis sur l'Opéra Garnier, c'était fou. Et l'introduction de son spectacle, qui était ouvert au grand public. Exactement, donc ça aussi, c'est magnifique parce qu'il a démocratisé finalement, il a réussi à convaincre l'opéra pour démocratiser et donner la chance à tous les Parisiens depuis la rue de voir les spectacles. L'entrée, l'accueil, comment on appelle ça, l'opening, a été fait par Amandine Abisson, qui est notre ambassadrice. Excellent. Donc j'ai adoré le spectacle de JR. Il n'y avait pas un truc à faire? Je ne sais pas s'il fait du business lui, mais je me dis en termes de valeur, c'est sûr et certain que vous vous rejoignez. Je faisais le parallèle avec peut-être le monde de la pub qui cherche plutôt vraiment du ROI financier que juste avoir un impact, mais avec eux, il n'y avait pas un truc à faire. Les artistes, c'est aussi quelque chose de magnifique. On a évoqué Nina Métayer tout à l'heure, c'est culinaire, mais c'est aussi une meilleure pâtissière au monde qui a été nommée et qui est avant tout une artiste. Et c'est vrai qu'on a créé pour Noël une collection incroyable à la feuille d'or, le raisin en fait de rouge à lèvres était gainé à la feuille d'or selon les techniques pâtissières. Donc on a créé une collection en collaboration avec elle et c'était la collection Nina Métayer. Donc ça, voilà, c'est aussi des partenariats artistiques chers à mon cœur. Et on a travaillé aussi avec Cyril Congo, alors qui est aussi un peu dans l'univers très street art comme JR. Et Cyril Congo, il a en fait magnifié une coiffeuse pour le Rouge Français dans notre flagship à Paris, donc qui était à l'époque quartier Place Vendôme, puis après on est au 86 Champs chez Pierre Hermé l'Occitane. Tu parlais, est-ce qu'il nous distribue? Donc on a eu la chance de faire un pop-up pendant plus de 6 mois en plein milieu des Champs-Élysées. Maintenant on est au drugstore parisien, mais c'est vrai que si loin. Voilà, sur les Champs, c'était une belle adresse. Et en fait, on a mis en place cette coiffeuse et on faisait des flash make-up, on proposait des masterclass aussi avec nos make-up artistes ambassadrices au grand public. Tu crées une communauté en fait. Voilà, on crée une communauté et surtout c'est moyen de communication avec des artistes. Si j'avais ton conjoint en face de moi, comment tu as réussi à l'embarquer? Qu'est-ce qui l'a convaincu? Alors c'est vraiment cet engagement pour l'environnement.
la durabilité. Il l'avait lui aussi ou pas? Depuis toujours. Ok. Lui, c'est un entrepreneur. Hein. Il a jamais eu un patron de sa vie. Il est né entrepreneur et je pense qu'il mourira entrepreneur. C'est pas toi le patron aujourd'hui, du coup? Ou la patronne? Alors, c'est vrai qu'on est les deux. Et c'est ça aussi l'avantage de l'entrepreneuriat familial, c'est que on est vraiment sur... Il n'y a pas c'est qui le patron, hein, on est sur une entente commune et beaucoup de synergie parce que chacun a ses points de vue et c'est bien aussi de pouvoir les débattre et en tirer le meilleur. D'ailleurs, même nos salariés, hein, en vrai, des fois, c'est nos salariés les patrons parce que on intègre, par exemple, nos commerciaux dans les processus de décision, de validation des formules. Mais Et ça, c'est essentiel. Et j'allais dire, n'importe quelle boîte devrait faire ça. Si ton commercial vend un produit et qu'il n'est pas à l'origine ou qu'il le comprend c'est le pas ou qu'il sien. n'adhère pas, C'est lui qui l'a fait. et tu fais une intro parfaite. En fait, c'est après ton conjoint, je voulais en parler. Ben, on va en parler juste après. Juste une petite chose, c'est pour beaucoup de personnes, d'ailleurs, beaucoup te disent il faut pas entreprendre en famille, il faut pas entreprendre avec des potes. Et en vrai, moi, je me rends compte que c'est la meilleure manière de te dépasser. En tout cas, je trouve, c'est quand tu dépasses même la mission, mais que tu as envie de faire plaisir à quelqu'un et que cette personne aussi croit en toi, c'est pas palpable. Donc, j'aimerais savoir, je pense que tu vas répondre à la question de manière positive, mais est-ce que c'est plus facile d'entreprendre en couple? Alors, comme dans toute situation, il y a des avantages, des inconvénients. Moi, je pense que la force de l'entrepreneuriat familial, c'est que tu vis tellement de choses au-delà du business que finalement, t'es très fort et t'es une entité commune qui permet d'avancer plus loin, plus vite aussi, de prendre des décisions où... C'est la communication, tu dirais, qui est beaucoup plus simple, en fait? Oui, parce que tu l'as au quotidien et que tu as les mêmes codes, les mêmes valeurs. Mon mari, je le connais depuis que j'ai 15 ans. Mais non. Donc la en belle fait, histoire. on a vécu tellement de choses ensemble. Et parfois des tempêtes, des intempéries, des catastrophes, des choses très dures. Donc pour nous, l'entrepreneuriat, c'est très dur, mais au moins on n'est pas seul. Et on sait que même s'il y a des périodes difficiles, le soleil revient après la tempête et on en sort plus fort. Donc c'est vrai que cette force de connaître vraiment d'où tu viens et tout ce que tu as vécu, ça te permet finalement d'appréhender des situations beaucoup plus facilement. Alors que si tu entreprends avec, je sais pas moi, quelqu'un que tu connais pas, bah, tu as tout l'aspect découvert qui peut t'entraîner des freins ou des non-dits, etc. Là, parfois, on parle pas et on se comprend. Alors, je le connais depuis 15 ans, mais pour juste les personnes qui se posent la question ou si je te posais la question de manière différente, si ton couple n'était pas béton, est-ce que tu aurais pris le risque de, en plus, te rajouter cette charge mentale, émotionnelle et même physique aussi, de bosser quoi, avec ton conjoint? Après, oui, il faut avoir des bases solides, c'est sûr. On est d'accord. Moi, avec toutes ces années, j'ai ces bases solides. Si tu connais ton conjoint que depuis quelques mois, je vais pas forcément dire allez-y tout de suite, entreprenez en famille. Néanmoins, si tu as déjà des points d'accroche, une famille, des investissements par ailleurs, c'est quand même béton. Après, personne n'est à l'abri des aléas de la vie. Et je pense que les gens sont assez intelligents pour segmenter et dire voilà, ça c'est ma vie pro, ça c'est ma vie perso. Mais au toi, début, c'est dur. Risque. Moi, par exemple, au début, avec mon mari, on parlait tout le temps du rouge français, même à table, au lit. Enfin, des fois, c'est compliqué de mettre des barrières. Et puis, au fur et à mesure que le stress est monté, les enjeux, la stratégie, on a segmenté. On a dit, voilà, là, c'est la journée de travail, on parle pro. Là, on rentre à la maison, sas de décompression, t'ouvres la porte, c'est fini. C'est perso. Plus du tout du boulot? Alors maintenant, oui, on a segmenté. On a fait ces efforts. Il n'y a pas des moments où t'as envie de lui dire un truc et si, tu dis souvent. Souvent. Ou alors on s'écrit des textos qu'il va découvrir le lendemain. Mais c'est vrai que c'est compliqué parfois. Prévoir l'envoi plus tard, je vois très très bien. Est-ce que le rouge français, et là je pose à toi, mais même en tant que couple, c'est horrible la question, j'allais dire, est-ce que c'est plus important que vos enfants? Pas du tout, non. La question c'est, est-ce qu'il y a une comparaison? Est-ce que tu vois entre, en plus le rouge français vous l'avez créé, mais si j'ai bien compris, tu étais enceinte à ce moment-là, mais donc tu as tout vécu en même temps. Ouais, on a parlé de vie pro, vie perso là un petit peu, mais est-ce que c'est comparable ou pas du tout en fait?
En fait, la clé, c'est d'avoir cet équilibre. On est toujours comme un équilibriste sur un fil, vie pro, vie perso à équilibrer, prioriser tes tâches au quotidien, tes tâches de maman, tes tâches de couple, tes tâches de entrepreneur. Tout est intimement lié. Moi, j'ai créé le Rouge Français sur ce déclic de la grossesse et mon leitmotiv, ma passion au quotidien, c'est la transmission. Donc, il n'y a pas Rouge Français plus important que mes enfants. En fait, c'est né de mes enfants et c'est aussi pour ça que je me lève tous les matins, pour leur transmettre ces valeurs. Transmettre à ma fille, à mon fils, mais aussi aux générations futures, une beauté avec des codes différents, avec des engagements forts sur la santé, des engagements forts sur l'éco-responsabilité. Moi, à travers le Rouge Français, j'éduque aussi ma fille à faire attention à la planète, à être dans chacun de ses choix sur des choix vertueux, éco-responsables. Quand on va pitcher dans les médias, elle me voit à la télé, elle est toute fière et elle dit « Maman, c'est une porte-parole de la Green Tech, du code vert du gouvernement français. » Et ça, on recoque vert, on y retourne. Mais c'est vrai que ça, c'est des valeurs aussi qu'ils apprennent de plus en plus à l'école, petits, préserver leur milieu de vie. Et moi, j'ai l'impression que cette mission du Rouge Français, c'est ça aussi, c'est cette transmission au quotidien. Avant de terminer sur ces questions d'outro, je voulais en venir. Tout à l'heure, tu as parlé de ton équipe, vous êtes une dizaine, et tu as dit qu'ils sont passionnés et que presque autant, si ce n'est presque parfois plus que toi, en tout cas, tu les vois embarquer dans l'aventure. Et récemment, j'ai reçu des anciens sportifs de haut niveau, dont un qui a gagné la NBA quand même, et je lui disais justement, comment on peut réussir à demander un truc qui est donc de la passion, qui n'est pas palpable, qui ne se chiffre pas à de l'argent, donc envers tes employés comme même si tu es directeur d'un club ou tu es joueur, sachant que tous les 6 mois ou tous les ans, tu as du turnover, les gens peuvent partir. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une limite à ça ? Comment toi, tu fais pour faire en sorte qu'ils soient passionnés, mais au bout d'un moment, c'est pas eux qui l'ont créé et tu peux pas leur demander d'avoir les mêmes émotions que toi, quoi. Alors après, c'est la limite du respect et c'est vrai que on respecte leur équilibre vie pro, vie perso. On leur donne aussi des avantages pour les fidéliser au fur et à mesure. Donc oui, tu as toutes les techniques conventionnelles et classiques RH qui te permettent de fidéliser tes partenaires et tes salariés. On va dire que la limite, elle est... dans ces choix progressifs d'année en année pour les fidéliser et qui restent avec toi. Et on va dire les intégrer aussi dans la machine et le cœur même du process où finalement ils font partie de la maison et de ton histoire au même titre que toi. Donc c'est les intégrer dans tout ce qui est prise de décision, mais prise de décision, aussi la valorisation de leur travail au quotidien, accès aux informations. Moi, j'ai travaillé dans des grands groupes comme Sanofi, Ipsen, 6 000, 100 000 employés. C'est très différent d'une jeune start-up où tu te sens privilégié parce que déjà, tu apprends au quotidien. Tu n'es pas cloisonné dans une petite bulle et dans ton bureau. Et aussi, tu as des incentives qui sont très personnels et ça va dépendre des gens. Des gens sont plus financiers, d'autres ils veulent des avantages en nature, voyager, découvrir des nouveaux univers. Tu vois que l'argent est un élément qui convainc moins aujourd'hui ? Tu vois que les gens... Ça dépend des personnalités. Ça dépend quand même. Il y a même. vraiment des profils types et c'est ça aussi dans même si on est dans ton une recrutement. Dans ton recrutement, tu dois faire des choix. Des fois, tu vois des personnes qui peuvent pas correspondre à l'ADN et on va dire à la culture d'entreprise de ta maison, le Rouge Français. Et d'autres, tu sais que ça va fitter. Nous, on a différents types de profils parce que la diversité, c'est aussi important. Mais tu vas t'adapter à eux et voilà, agir sur certains leviers en fonction aussi de leur leitmotiv. Moi, j'ai des passionnés. Là, j'ai par exemple une commerciale. Elle écrit les textes sur les packaging parce qu'elle a une plume incroyable. Quand elle va sur le terrain, je le disais tout à l'heure, c'est son produit. C'est elle qui l'a fait. C'est pas moi la fondatrice, c'est elle, c'est son produit. La maison Le Rouge Français. C'est beau. C'est toute sa vie parce qu'elle a mis toute son énergie dedans. Donc mine de rien, c'est un beau levier de motivation aussi. Et ça, c'est juste sur ce dernier exemple, pour parler d'elle, c'est elle un jour qui t'a fait une proposition et tu as senti qu'elle avait une belle plume et qu'elle prenait du plaisir dedans, elle a step up, comment ça s'est passé ? Exactement, il faut être à l'écoute. C'est de l'opportunisme. Les gens qui sont promoteurs, qui vont proposer des idées,
Alors, on n'est pas une scope, hein, on ne va pas dire... décentraliser tous les pouvoirs. Mais c'est vrai que lorsque on a des gens qui sont promoteurs, qui ont des belles idées, qui sont créatifs, on leur laisse la parole et c'est eux après qui prennent en charge les projets, qui se sentent responsables. Qui se l'approprient. Et voilà, en plus du commerce, elle va faire du marketing et elle est épanouie dans ce qu'elle fait. Trop cool. Bon, je sais que ça fait 1 heure. Oui. Mais, enfin un tout petit peu moins, mais je te prends 2 minutes, je te pose ces dernières questions assez rapides. La Avec première plaisir. est simple. C'est quoi le conseil que toi t'aurais aimé entendre avant de lancer la maison Le Rouge Français? Parce que depuis tout à l'heure je dis Le Rouge Français, mais c'est la maison Le Rouge Français. Oui. Ça va être de jamais lâcher, d'être vraiment focus sur la résilience. Okay. Parce que parfois, l'entrepreneuriat, même si tu es seul et pas en couple ou avec un associé, c'est dur parce que comment dire, tu dois être autonome, tu n'es pas dépendant d'un patron qui va donner des directives. Même si tu as des investisseurs, ils ont confiance en toi et c'est toi qui dois, d'un point de vue opérationnel, dérouler les choses, délivrer. Et puis respecter ton business plan, etc. Donc moi, c'est la résilience, cette image aussi du bambou qui se plie mais ne casse pas. J'ai aussi une très belle image que je me remémore au quotidien, c'est quand tu vois l'Everest devant toi, la montagne énorme, c'est de prendre caillou par caillou, de déplacer chaque petite pierre pour déplacer cette montagne et être résilient et jamais rien lâcher. Si tu parles avec ton cœur, avec ta passion et tes tripes, et souvent c'est le dénominateur commun des entrepreneurs, ça va payer. Je te confirme. Tu vas te planter, mais à un moment, ça va payer. Et liberté ou responsabilité, c'est quoi qui définirait le plus l'entrepreneuriat pour toi? C'est vrai qu'on a de la liberté. Moi, j'étais dans un grand groupe, à un haut poste, donc j'avais quand même une certaine liberté, mais finalement, t'es cloisonné, t'es dans une routine au quotidien, il y a beaucoup de politique, de lobbying, etc. Tu dois faire du stakeholder engagement, on appelle ça, au quotidien. Okay. Du lean management, t'as des transfos dans tous les sens, donc faut toujours t'adapter, mais t'es cloisonné. L'entrepreneuriat, t'as quand même une liberté qui est énorme, et je pense que dans les modes de vie actuels très stressants qu'on a, ou peut-être si tu vis pas la campagne, mais en capitale, l'entrepreneuriat, c'est quand même un mode de vie intéressant, mais la responsabilité prend le dessus. On va parler de quête de sens, tu te souviens? Au début de ce podcast et un petit peu en filigrane. Question moche, entre guillemets moche. On va ramener une pensée pas très joyeuse, mais très importante. Que voudrais-tu qu'il soit écrit sur ton épitaphe? Enfin, sur ta pierre tombale, qu'est-ce que tu voudrais que soit ton épitaphe? Ouh là là. Alors, déjà, est-ce que j'aurais l'opportunité d'avoir un lieu physique à moi, pas, voilà. Mais est-ce qu'on si croit au karma, à la mais... réincarnation et que voilà, tu puisses aller ailleurs si je la repose différemment, c'est Élodie, tu voudrais qu'elle soit souvenue pourquoi? Alors moi, c'est vraiment intégrer la couleur végétale en cosmétique. Okay. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On est pionnier dans ce domaine. Alors souvent, comme beaucoup d'entrepreneurs et cofondateurs qui écrivent des bouquins, alors il faut avoir le temps d'écrire un livre et de faire du personal branding à fond. C'est dans les projets futurs. C'est vraiment écrire un livre sur les cultures ancestrales liées à la couleur végétale, tout ce que moi j'ai appris et que je veux retransmettre vraiment à notre industrie. Et c'est pour ça que je pitch aussi beaucoup en B2B auprès des industriels pour ouvrir le chemin, montrer qu'il y a des alternatives possibles aujourd'hui et que des jeunes startups flexibles, même avec peu de financement, peuvent casser les codes et montrer un nouveau chemin avec des alternatives. Donc moi, sur mon épitaphe, oui, ça va être vraiment intégrer la couleur végétale en maquillage, en beauté, puisqu'il y aura aussi des projets skincare dans le futur proche. Et derrière, l'idée, c'est de pouvoir transmettre ça aux générations futures dans notre domaine qui est la cosmétique. Et j'espère dans l'automobile, aéronautique, lunetterie. Donc on n'est plus juste sur du juste lipstick de base, on est vraiment sur un changement assez global sur plein autour de la couleur, l'industrie. L'industrie de la couleur. Moi je retiens quand même le mot transmission et j'ai une question que je voulais te poser tout à l'heure, je te la pose comme ça, bim, de but en blanc. Chanel ou L'Oréal ou LVMH, peu importe, te pose une offre de rachat demain parce que tu as une techno et un savoir-faire incroyable. Quelle est ta réponse à l'heure actuelle? Et je te parle bien à l'heure actuelle, c'est-à-dire que tu as levé des fonds mais tu n'es pas encore rentable. Je pense que tu as plein de projets qui arrivent.
Alors, on a une très belle valorisation, mais on reste quand même très attractif sur le marché des M&A, des fusions-acquisitions. Aujourd'hui, il y a des grands groupes qui nous contactent. Donc, voilà, forcément, il y a un intérêt vif pour nos brevets, nos innovations. Surtout le marché, parce que le marché qu'on a validé vraiment sur la parfumerie de niche, l'international, c'est très rare sur notre segment premium luxe. Le positionnement bio, qui n'existe pas aussi. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée, un asset pour rajouter des cordes à leur arc. Néanmoins, je veux pousser l'aventure au maximum, cette aventure familiale, avec voilà, mes salariés, et de pouvoir rester à la tête de la société le plus longtemps possible. Après, c'est vrai que on a besoin de fonds. Les levées, c'est bien, mais il y a une limite aussi. À être adossé à un grand groupe, souvent, ça permet clairement de pouvoir changer d'échelle et de transmettre aussi le rouge français, finalement, à un marché beaucoup plus global, avec les moyens qui sont nécessaires et légitimes à cette maison, le rouge français, parce que les fondateurs, à un moment, ils doivent aussi un peu lâcher le bébé et se dire j'ai créé quelque chose de plus grand que moi. Okay. Moi, je suis plus quelque chose de très important. Le rouge français est devenu quelque chose une mission plus importante que ma propre personne. Et on a tous un ticket. Et j'ai envie de te dire, c'est tout le mal qu'on te souhaite, mais pour le moment, si je comprends bien, c'est que c'est pas pour demain, car pour demain, il y a encore pas mal de choses à réaliser. C'est les questions d'échelle et c'est fini. C'est déjà fini. Élodie. Déjà, mon Dieu. Ouais, je sais, ça on passe pourrait vite. Parler des heures. On avait dit de grands bavards. Bon, sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureuse au quotidien, de manière quotidienne? Alors, 1 à 10, je dirais 11, parce que je suis ultra épanouie. Après, c'est vrai que j'ai accouché il n'y a pas longtemps, donc forcément, il y a la fatigue, les cernes, et quand on est entrepreneur, on n'a pas de répit, voire pas de vacances, toujours du télétravail, même si on est à l'autre bout du monde, on télétravaille. Ouais. Donc, voilà, je suis ultra épanouie, mais c'est vrai que le bonheur, c'est aussi la santé, donc il faut savoir se préserver et trouver cet équilibre. Donc, 11 sur 10 en bonheur, et sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche? -1. -1. Très bien. En fait, l'entrepreneuriat, c'est aussi faire des compromis sur tes finances. J'étais dans un grand groupe avec un salaire assez élevé, une position confortable, une routine confortable. Là, tu casses un peu ton quotidien. J'ai divisé mon salaire par beaucoup de chiffres. Et c'est vrai qu'on investit aussi beaucoup. Le moindre argent que tu as, ton épargne, tes Bien économies, t'injectes. Des fois, quand tu fais des bridges entre deux levées, c'est toi qui mets au pot. Il y a personne qui va te sauver, qui fait des miracles. Okay. Donc, c'est vrai que, voilà. Et puis, on a une vie de famille avec des enfants, des charges. On a aussi investi dans l'immobilier, etc. Donc, forcément, le quotidien n'est pas toujours facile. Mais on capitalise sur l'avenir. Et on pense aussi que, même les levées de fonds qui te diluent, les parts de ta société, c'est un asset que tu construis pour le futur. Bien sûr. Donc, voilà, il faut raisonner en finance globale et long terme. Donc, si je peux caler un truc, Chanel, L'Oréal, rendez cette femme riche, quoi. Bon, allez, mes 2 dernières questions très rapides. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job t'apporte du sens au quotidien? Alors là, par contre, oui, c'est 10 sur 10. C'est vrai que le sens, je l'ai pour cette transmission. Et comparé... alors, j'ai toujours adoré mes jobs. J'ai jamais eu un poste qui m'ennuyait. Okay. J'ai travaillé dans l'industrie, j'ai travaillé dans le conseil. J'avais toujours un leitmotiv fort au quotidien. Mais là, il est démultiplié. Quand tu travailles pour toi et sur une industrie aussi créative, on parlait du marketing tout à l'heure, des fois, je me lève le matin, je vais faire des fashion shows, des shootings avec des mannequins, des vidéastes, des photographes. Je sors de mon labo, pipette, burette et blouse. Mais voilà. C'est ce que t'adores aussi. Et c'est ce que j'adore. Et ça, c'est un bonheur de se lever au quotidien avec ce leitmotiv de la créativité et de la transmission sur l'éco-responsabilité. Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton quotidien est difficile et te demande de l'effort? Voilà, on revient sur l'échelle du bas. On va dire 2, allez, pour être gentil. Donc tu dirais que c'est pas si difficile?
Ah, pardon. Oui, Je oui, pense oui. que c'est l'inverse. Si. Donc, oui, c'est difficile. Donc, effectivement, on va être sur... bon, allez, un 9. Un 9. Voilà. Et le job de maman? Bah, le job de maman, c'est l'équivalent. Hein. C'est 9, c'est pas 10. C'est plus dur d'être maman ou d'être entrepreneur? Oh, je sais pas, honnêtement, les enfants apportent tellement de bonheur aussi au quotidien que même si parfois c'est galère en termes de planning, d'organisation, là faut que je cours à la crèche, etc. Un sourire, un arreux, ça fait la journée en fait. C'est magnifique les enfants. Donc c'est vrai que ça adoucit les difficultés du quotidien, oui. On te laisse aller les chercher et puis avant qu'ils reprennent la maison du Rouge français, merci d'avoir inspiré en tout cas notre audience. Ça va, t'as passé du bon temps? Merci Yacine, merci pour ce temps très agréable et puis j'espère à très vite. Avec grand plaisir, merci à toi. Bon, pas encore de rouge à lèvres sur mes lèvres, mais peut-être le baume, le sérum, du mascara. Pas encore, mais bon, et j'aime bien terminer avec ça, mais un grand merde à toutes les personnes qui nous écoutent. Bon courage à vous et à très vite pour un nouvel épisode. Merci Elodie. Merci.